Là, je sais exactement ce que vous vous dites. Vous vous dites, il va encore dire « Ouais, l'épisode est incroyable, masterclass ». Et j'ai envie de vous dire une chose. Bah ouais, vous avez raison les gars. L'épisode est incroyable, mais c'est du régal à l'état pur. C'est comme si en fait tu buvais du lait directement depuis les pieds d'une vache. C'est du régal à la source, directement. Tu peux pas faire mieux. Bon, en vrai, je fais pas ça parce que c'est clairement dégueulasse comme comparaison, mais bref, t'as compris, l'épisode 5, j'ai adoré. Salut à tous, j'espère que vous allez bien en ce mercredi historique, puisqu'en plus de l'épisode hebdomadaire de Loki, il y a aussi Black Widow. Et normalement, à l'heure où tu regardes cette vidéo, je suis censé être sur mon siège au cinéma, en train de regarder le film, et ça c'est beau. D'ailleurs, avant de commencer, comme dirait Claude François, l'épisode, je vais le spoiler comme d'habitude. Donc si tu l'as pas vu, quitte la vidéo et reviens plus tard comme d'habitude. Ouais, et là tu comprends pourquoi je suis pas chanteur. D'ailleurs, si tu détestes ma voix de chanteur mais que tu aimes mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner. Bref, cet épisode, autant dans l'esthétisme que dans l'histoire qu'il propose, il est hyper cool. Et la BO, mais franchement, je me répète parce que je l'ai déjà dit, mais la BO, c'est quelque chose dans cette série. C'est vraiment exceptionnel. Je sais même pas qui est responsable de cette BO, mais donnez-lui un prix. Vraiment, le gars ou la femme le mérite, clairement. Ce que j'ai aimé aussi, ce sont les références aux comics. Et il y en a beaucoup, et ça, moi, ça me parle. Et d'ailleurs, il y en a une dès le titre de l'épisode, parce que le titre en français, c'est Voyage vers le mystère. Et si tu le traduis en anglais, ça donne Journey into Mystery, qui est en réalité le nom du comics dans lequel est apparu Thor pour la première fois, mais aussi le comics dans lequel est apparue la version moderne de Loki, celle qu'on connaît le plus. D'ailleurs, si vous voyez l'image que j'ai mis, vous reconnaîtrez le costume du Loki classique de la série. Donc déjà, rien qu'avec le titre, ça commençait bien. Et je suis désolé, mais là, on va devoir en parler encore une fois, mais c'est obligé que Kang soit impliqué, ou alors les scénaristes, ceux qui travaillent sur la série, veulent vraiment se moquer de nous et nous rendre dingues. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en plus du fait que l'acteur, ait déjà été casté, ça tout le monde le sait, en plus du fait qu'il soit très lié au temps, tout le monde le sait, dans cet épisode, on a 3 gros clins d'œil, mais genre vraiment des gros clins d'œil qui font penser au perso. Le premier, c'est dès le début de l'épisode, quand on débarque à l'endroit où a atterri Loki, on nous montre des bâtiments en ruine, et au moment où on passe devant la tour qu'on pensait être la tour Stark ou la tour des Avengers, en fait c'est une tour sur laquelle il y a écrit Kang. Et en fait, quand on connaît un petit peu les comics et l'histoire autour de Kang, Kang, c'est une entreprise qui appartient à un personnage, un mec qui s'appelle Mr. Griffon. Et là tu vas me dire, ouais, et alors ? Eh bien, figure-toi que Mr. Griffon, c'est juste une version alternative de Kang au 21e siècle. Et c'est d'ailleurs sous le nom de Mr. Griffon qui va racheter la tour Stark. Donc là, tu as déjà un gros clin d'œil sur le perso. Et le suivant, on y arrive, j'en avais discuté en off avec plusieurs personnes. C'est le Sphinx que l'on voit dans l'épisode quand Mobius retrouve Sylvie et qu'ils sont en voiture. Une voiture d'ailleurs qui m'a fait penser à la voiture de Pizza Planet dans Toy Story. Vous me direz si vous êtes d'accord ou non. Et bien là, à ce moment-là, c'est aussi un clin d'œil à Kang parce que les deux personnages, quand ils sont en voiture, ils vont passer devant un Sphinx. Et le Sphinx, c'est juste la forme du vaisseau que possède Kang pour se déplacer à travers le temps. Et le dernier indice, ça concerne Alioth, donc cette entité que tout le monde craint dans le néant. Et bien là aussi, c'est un rapport avec Kang, puisque cette entité aussi, elle veut régner sur le flux temporel. Et du coup, elle est un petit peu opposée à Kang, parce que les deux veulent la même chose. Et Kang, il va réussir, avec l'aide des Avengers, à contenir Alioth, qui voulait du coup s'emparer du royaume de Kang. Et qui sait, potentiellement dans la série, ce qu'on voit à la fin, c'est le royaume de Kang, qui était protégé par Alioth, et que Kang aurait réussi à dompter cette entité. Donc, autant qu'on se le dise, ça commence à faire beaucoup d'indices, les amis, sur un certain petit Kang le Conquérant. J'ai envie de dire Kang is coming, je crois. Là, on est sur un épisode construit sur un parallèle, du moins au départ. On a ce qui se passe au TVA, et où Ravonna explique, où a été envoyé Loki à Sylvie, ce que représente le néant, le fait que personne ne puisse en revenir. Et de l'autre côté, on nous montre visuellement, en gros, ce à quoi ressemble ce qu'est en train d'expliquer Ravonna. Les passages au TVA, au final, servent surtout à expliquer ce qu'est l'endroit
Et d'ailleurs, une fois qu'on nous a tout bien expliqué, enfin presque, parce que même Ravonna n'a pas l'air de tout comprendre, de tout capter, ou alors elle fait semblant, eh bien on va quitter le TVA pour se concentrer sur le néant. On y revient vite fait à la fin pour teaser bien sûr la suite, l'épisode 6, mais sinon c'est tout, le cœur de l'épisode c'est vraiment ce qui se passe dans le néant. Autre truc que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est l'alchimie entre les variants Loki. D'ailleurs on comprend que le boss de cet endroit-là, c'est Kid Loki, et ça se comprend parce que le mec il a quand même tué Thor. Il blague pas finalement. D'ailleurs, dans son antre, son royaume, son bunker, comme vous voulez l'appeler, il y a une petite référence aux légendes urbaines. Et d'ailleurs, il y en a plusieurs dans l'épisode et il y en a même plusieurs dans la série. D'ailleurs, ça avait commencé avec celle sur D.B. Cooper. Et là, c'est le jeu d'arcade Polybius. Alors, je suis pas un grand spécialiste, j'ai vite fait des recherches. C'est une histoire qui remonte aux années 80 où il y aurait eu un jeu d'arcade, donc Polybius, qui aurait fait son apparition et qui aurait rendu fou des joueurs, et du coup il aurait été retiré au final, je crois 2 semaines après sa sortie. Et il y a même des histoires avec la CIA, des histoires de complot, etc. Mais si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller sur Google, qui est votre meilleur ami à ce moment-là. Je vous ai dit que c'était pas la seule référence, il y en a une autre, et celle-ci elle concerne évidemment le bateau qu'on voit apparaître et se faire bouffer clairement par Elliot. Eh bien ce bateau-là aurait servi à une expérience dans laquelle il aurait été rendu invisible, mais aussi se serait téléporté dans différents endroits des États-Unis, mais aussi dans d'autres dimensions extraterrestres. Moi j'adore ces références perso, et je trouve que la série a réussi à se les approprier, et c'est hyper cool. Pour en revenir à tous nos Loki, c'est marrant de voir le moment où quand Loki de la série, le Loki principal, il fait face à tous ces Loki-là, parce qu'en fait il se rend compte de comment il est lui-même et de l'image qu'il renvoie. Et je trouve que c'est flagrant dans la scène où il y a le président Loki qui débarque, parce que t'as le premier Loki, donc le noir, qui révèle qu'il a trahi Kid Loki. Ensuite, il se fait lui-même trahir par le Loki président, qui lui-même se fait trahir par les autres autour de lui. Et ça donne du coup cette scène de bagarre complètement barrée. Et tu sens que Loki qu'on suit, le Loki principal, il est clairement débordé par le comportement des Loki. Et j'ai trouvé ça hyper drôle qu'il découvre ce qu'est un Loki vu de l'extérieur, ce que nous finalement on pense des Loki. Après, je sais pas pour vous, mais parmi tous les Loki, j'ai envie de donner une mention spéciale au Loki Alligator. Quel charisme à l'écran, mais il est juste incroyable. Et en plus, ce que j'aime, c'est qu'il est hyper susceptible, donc clairement comme tous les Loki. Et en fait, c'est très bien montré, je trouve, parce que dès qu'on le titille un peu, il n'hésite pas à attaquer. D'ailleurs, je sais pas pour vous, mais j'aimerais grave savoir c'est quoi son événement Nexus. Ça doit clairement être dingue. Il a dû bouffer tout le monde sur Asgard et tous les Avengers au calme. Et du coup, le TVA, il l'aurait emmené sur cet endroit, le néant. Avant d'aller plus loin, 2 autres clins d'œil aux comics, parce que voilà, il y en a plusieurs. D'abord, l'hélicoptère devant lequel il passe, il y a écrit Thanos dessus. Évidemment, c'est une référence au Titan, mais évidemment, c'est une référence au Thanoscoptère que le Titan a déjà piloté. Et surtout, là, ma référence préférée, je crois, de l'épisode, c'est Throg, donc Thor en version grenouille. Vous commencez à le connaître si vous regardez les vidéos, qu'on voit au moment où les Loki, du coup, entrent dans leur abri souterrain. Et d'ailleurs, je trouve que la référence est hyper cool parce qu'elle est hyper poussée. Parce qu'en plus de voir donc Mjolnir, ensuite, après avoir vu Mjolnir, tu vois la grenouille enfermée dans le bocal. Donc tu comprends qu'elle a touché Mjolnir et qu'elle est devenue Thor Grenouille. Et il est écrit sur le bocal T365. Et ça, en fait, ça correspond au comics Thor, donc le Thor numéro 365, dans lequel apparaît pour la première fois Throg. Du coup, une fois que Sylvie, Loki et Mobius sont réunis, on a le droit à la séquence où ils vont exposer leur plan pour te faire comprendre, voilà, la suite de l'épisode va se passer comme ça. Ensuite, on a la séquence romantique entre les deux sous leur couverture où ils sont en train de discuter et que tu sens que peut-être d'ici la fin de la série, il va peut-être y avoir un petit bisou ou quelque chose. Mais moi, la scène qui m'a le plus touché, vraiment, c'est le moment où Mobius part, il s'en va, et que Loki le prend dans ses bras, et là en fait tu te rends compte de l'évolution de la relation entre les deux. Enfin, elle a tellement évolué depuis le premier épisode, cette relation, et là en fait ils sont vraiment très très proches. Bon, évidemment on arrive à toute cette fin, j'ai envie de dire épique, qui commence là aussi avec une référence aux comics. Encore une, je parle de l'épée que Kid Loki donne à Loki. Pour moi, clairement, c'est Levatein. Donc, pardon pour la prononciation, je sais vraiment pas si ça se dit comme ça, mais moi, je dis, depuis que je le lis dans les comics, je dis Levatein. Maintenant, peut-être que ça se prononce pas comme ça. Mais en tout cas, c'est l'épée historique de Loki. D'ailleurs, quand on la voit dans les comics, moi, quand je l'ai vue dans les comics, peut-être qu'elle est apparue ailleurs avant, elle appartient à Kid Loki, donc dans Agent d'Asgard. Donc, c'est une série de comics sur Loki, où il est l'agent d'Asgard. Et dans cette série, il est capable d'invoquer l'épée quand il le souhaite.
Et du coup, ce qui explique que ce soit logique, que ce soit Kid Loki qui la donne au Loki qu'on suit de la série. D'ailleurs, on peut voir, il y a une petite scène où elle est en feu et tout, donc clairement, moi, ça me fait penser à cette épée-là. Bon, et puis que dire sur la séquence de fin, tout ce combat contre Alioth, déjà visuellement j'ai adoré, la musique, on en reparle, mais qui accompagne le tout, j'ai adoré. L'intervention du Loki classique qui reconstruit Asgard normal, j'ai trouvé ça incroyable, et là tu te rends compte de la puissance finalement que peut avoir un Loki, et d'ailleurs Loki le dit lui-même, il dit je crois qu'on est plus fort qu'on ne l'imaginait, et là tu le vois clairement, et ça fait plaisir de voir le Loki classique, finalement c'est le premier Loki qu'on a découvert dans les comics, de voir qu'ils lui ont donné finalement un rôle important, c'est hyper cool. J'ai adoré aussi quand il répète glorieux destin, la phrase mythique de Loki, et quand il termine en disant ton glorieux destin s'accomplit, franchement la mort elle est épique, il n'y a rien à dire, j'ai adoré, ça c'est le Loki que j'ai envie de voir, et ça c'est ce que j'ai envie de voir globalement dans les films Thor, de l'épique. Enfin bref, du coup une fois que Sylvie et Loki ont réussi à enchanter Alioth, on voit quelque chose qui se découvre à la fin et on se demande tous qu'est-ce que c'est que cette forteresse, et on a tous envie qu'il y ait Kang dedans, et moi le premier, j'aimerais vraiment qu'il soit là. Donc j'ai trop hâte d'être à mercredi prochain pour avoir la réponse, j'espère qu'on l'aura et qu'ils vont pas nous teaser jusqu'à la saison 2, mais j'ai aussi un peu de tristesse en moi parce que finalement la semaine prochaine, ce sera le dernier épisode et... le voyage aura été beau, le voyage aura été splendide, mais le voyage sera terminé et ça fera un petit truc quand même, je trouve. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Si jamais j'ai oublié des choses, on en reparlera évidemment en live samedi soir pour le débrief de l'épisode. Si vous voulez me donner vos avis en commentaire, c'est avec grand plaisir et vous remarquerez que je réponds à tout le monde, tout le temps. Donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, ça me fait très très plaisir. Avant de partir, le pouce bleu, le partage et le petit abonnement qui fait lui aussi très plaisir. Voilà, moi je vais vous laisser et j'espère que l'autre moi qui est actuellement devant Black Widow au cinéma se régale. D'ailleurs, la critique va arriver dans les prochains jours, je pense plutôt peut-être vendredi, samedi ou dimanche, comme ça vous avez le temps d'aller le voir au cinéma. Et ensuite on en parlera. Voilà, c'est tout pour moi. Ciao!